Depuis la proposons un nouveau cycle de webconférences qui est dédié aux élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. Nous mettons à votre disposition tout acte composé d'un ensemble de rédactionnels et d'outils tels qu'un simulateur, une équipe dédiée sur le sujet pour vous accompagner jusqu'au jour J et pour vous accompagner et accompagner les nouveaux élus dans leur prise de fonction et bien évidemment des webconférences. Aujourd'hui consacré au jour du scrutin, la durée durera 30 minutes et sera dans quelques instants. Sachez que pour éviter les perturbations sonores, nous avons désactivé les micros. Donc pour question, il suffira que vous utilisiez le module questions-réponses QR qui est en haut à droite de votre menu participant. Il est répondu en intervention. À la webconférence, vous pourrez télécharger le support de l'intervention. Sachez par ailleurs qu'un récapitulatif de toutes les questions posées, accompagné de leurs réponses, bien entendu, vous sera envoyé dans quelques jours et sera disponible sur votre espace client. Sans plus, laissons place à nos experts, Sarah et Sophie Levé. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le troisième volet de notre série de webconférences consacrée aux élections professionnelles de son public territorial. Ces élections sont un moment fort pour les collectivités et pour les agents puisqu'elles sont l'occasion pour chacun de participer au renouvellement des instances représentatives. Alors, vous puissiez répondre à toutes les questions matérielles que juridiques qui viennent poser le 6 décembre prochain. Nous avons décidé avec Sophie d'aborder les points qui paraissent les plus importants pour réussir ce scrutin. Mais sans perdre de temps avec Sophie, quel sera le sommaire de notre intervention? Et l'élection du 6 décembre se passe bien dans votre collectivité. Nous rappellerons les éléments dont les périodes de vote en fonction des modes de scrutin. Nous avons également les bureaux de vote, les types de bureaux existants, leur composition, leur agencement, ainsi que le parcours de vos électeurs. Nous les émargements, recensements et dépouillements du scrutin et la problématique d'attribution des sièges et de désignation des représentants du personnel. Une déclaration électorale achevée, que peuvent faire l'objet de contestation, nous verrons ces points-là aussi. Enfin, comme vous l'a précisé Michael, vous aurez la possibilité de nous poser vos questions auxquelles nous tâcherons de répondre en direct ou alors dans le document récapitulatif que vous trouvez sur votre espace client. Alors, petit rappel à titre linéaire, les textes prévoient 3 d'expression du suffrage pour l'ensemble des scrutins. Les textes précisent que donc, le vote aura lieu le 6 décembre pendant les heures de service et que les bureaux de vote doivent être ouverts pendant 6 heures sans interruption, sans pouvoir fermer après 17 heures. Correspondance. Pour que puisse être prise en considération, ils doivent parvenir par voie postale au bureau central de vote alors que vous aurez fixé pour la clôture du scrutin. Si vous avez de recourir au vote électronique par Internet, sachez d'une part que la période de vote que vous déterminez par délibération ne peut pas être inférieure à 24 heures ni supérieure à 10 jours et doit nécessairement se terminer le jour du scrutin, donc le 6 décembre. L'unique, dans le souci, vous le verrez, de vérification des émargements, pour éviter un double vote, doit être clos avant l'ouverture du vote à l'urne. En tout cas, quelles que soient les modalités de vote que vous allez retenir, il conviendra que vous établissiez des votes. S'agissant de l'urne, 3 types de bureaux existent. Le bureau central, le bureau principal ainsi que les bureaux secondaires. Le bureau est créé au niveau de chaque instance, comité technique, CCP. De sorte la clé de voûte des opérations électorales, caractéristique que nous développerons ultérieurement, notamment au niveau du procès-verbal. Le PAL, quant à lui, n'est possible que pour la CAP et les CCP, dans des cas bien particuliers prévus par les textes. Les bureaux secondaires, là aussi, ils sont communs à chaque instance, CT et CCP. Une distinction toutefois pour les CAP et les CCP, c'est que les collectivités doivent recueillir l'avis préalable des organisations syndicales avant institution.
mission de ces bureaux de vote, elle est commune là aussi à chaque instance. C'est l'autorité territoriale ou son représentant qui préside le bureau, désigner un secrétaire qui peut être notamment un agent. Ça a également la faculté de désigner un délégué. Rappelons que chaque scrutin entraîne la création d'un bureau de vote. Vous avez un comité unique, 3 CAP, 3 CCP, vous avez donc 7 scrutins. Il va vouloir créer 7 bureaux de vote. Maintenant, ces bureaux sont agencés. Alors, les choix qui sont opérés par les décrets propres à chaque instance, aux articles L60 à L24 du Code électoral, ainsi que vos bureaux de vote répondent à certaines caractéristiques donc par ces textes. Entre eux, vos bureaux de vote vont devoir être équipés d'une table de décharge sur laquelle vous allez disposer des enveloppes de couleurs différentes de celles de la précédente consultation, en nombre au moins égal au nombre d'électeurs. Vont également se trouver sur cette table de décharge les bulletins de vote donc des organisations syndicales, toujours dans un nombre suffisant par rapport au nombre d'électeurs. Les agents doivent se voir à leur disposition un devoir. À ce titre, les textes imposent un devoir par tranche de 300 agents. Ensuite, l'élément central, on va dire, du bureau de vote, c'est la table de vote sur laquelle va être disposée d'abord une urne transparente munie de 2 serrures dissemblables dont les clés seront respectivement détenues par le président et par le secrétaire ou un délégué de liste. Sur de vote, vous allez également retrouver une liste électorale qui fait office de liste d'hébergement et un stylo à encre que les électeurs utiliseront pour apposer leur signature. Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Et une fois que les opérations de vote effectuées, il faudra procéder, on le verra tout à l'heure, au dépouillement. Et pour ce faire, vous donnez à disposition des membres du bureau de vote une table suffisamment grande pour que ces opérations puissent se faire sans vis. Donc, nos votes sont équipés. Les électeurs vont donc pouvoir voter. Et les gens vont donc se présenter de chaque bureau de vote. Ils devront suivre un parcours bien précis. La première, lorsqu'ils arriveront dans le bureau de vote, ce sera de faire vérifier leur identité. Ils pourront prendre sur la table l'enveloppe et les bulletins afférents au scrutin, se rendre dans l'isoloir pour procéder à leur choix, introduire l'enveloppe dans l'urne et ensuite apposer leur signature sur la liste d'émargement. Ils devront aussi voter. Venons de voir les bureaux de vote à l'urne, passons maintenant au bureau de vote électronique. Alors, décider de mettre en place, permettre à vos agents de voter de façon électronique. Cela ne vous dispense pas pour autant d'instituer un bureau de vote. Donc, on le verra, le bureau de vote électronique doit être mis en place pour chaque scrutin. Et possibilité, en tant que de besoin, de mettre en place un bureau de vote électronique centralisateur qui aura la responsabilité de plusieurs scrutins. On pourrait tout imaginer un bureau de vote centralisateur CAP qui aurait responsabilité des scrutins CA, CAPB et CAPC. Pour ce, comme les bureaux de vote à l'urne, la composition est identique. Un secrétaire et un délégué de chaque liste en présence. Petite différence avec les bureaux de vote à l'urne, la première, donc, c'est que le président n'est pas nécessairement l'autorité territoriale ou son représentant. Et puis, le président et le secrétaire sont désignés par déclaration. Rappelez-vous que pour les bureaux de vote à l'urne, que les secrétaires étaient désignés par un test de l'autorité territoriale. Enfin, si vous décidez d'offrir aux électeurs plusieurs modalités d'expression des suffrages, sachez que le bureau de vote électronique tiendra le bureau de vote central. C'est-à-dire que c'est vers ce bureau de vote électronique que seront remontés l'ensemble des résultats du scrutin. Attention tout à l'heure, comme bureau de vote à l'urne, vous devez instituer un bureau de vote par scrutin. Les votes, donc le vote a été effectué. Passons maintenant aux opérations globales de dépouillement. La preuve préalable dans le recensement et le dépouillement des votes, c'est l'émargement. C'est une étape importante. En fonction de la modalité d'expression du vote, vous aurez un émargement différent.
Pour le l'urne, l'émargement, classiquement, il est réalisé au moment du vote de l'agent par l'option de sa signature sur la liste. Pour le vote correspondance, petite spécificité, réalisé au moment de l'ouverture extérieure de l'urne et production de l'enveloppe intérieure dans l'urne. De façon pratique, vous allez ouvrir les enveloppes extérieures, apposer une petite croix au nom de l'agent sur la liste d'émargement avant d'introduire son enveloppe dans l'urne. Pour le vote électronique, l'émargement est réalisé au moment du vote également, mais au d'attache avec délivrance d'un accusé de réception à l'agent. Maintenant, l'émargement effectué de recenser les votes. Le lancement donc, des temps est effectué à partir d'émargements qui ont été apposés, on l'a vu, sur la liste électorale. Une petite idée pour les votes par correspondance. Les textes prévoient que seront mis à part, sans émargement, un certain nombre d'enveloppes. Alors, première hypothèse, c'est le cas des enveloppes qui n'auraient pas été acheminées par la poste. On peut imaginer par exemple le agent admis par correspondance du fait de son temps partiel qui déciderait de venir déposer son enveloppe de vote un jour où il a des obligations de service. Et bien là, son vote ne pourra pas être pris en compte. De la même façon, l'ensemble d'enveloppes de vote par correspondance livrées au bureau de vote après l'heure fixée pour l'heure du scrutin ne seront pas prises en compte. Ne portant pas de façon lisible le nom et la signature de l'agent ou qui parvient en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même auteur devront être mises à part. Là aussi, on considère que les agents n'ont pas voté. Le cas particulier aussi des enveloppes qui comprendraient plusieurs internes. Attention, ces enveloppes doivent également être mises à part. On le considère comme suffrage nul. Pourquoi? Un agent amené à voter à plusieurs instances par correspondance va devoir répéter son opération autant de fois que de scrutin auquel il participe. S'il vote au comité technique et à la commission administrative paritaire, il devra parvenir à sa collectivité, donc au bureau de vote central, 2 enveloppes externes, chacune portant une enveloppe interne avec le suffrage pour l'instance comité technique et l'autre pour l'instance administrative paritaire. Et puis, vous mettez également de côté les enveloppes qui émanent des lecteurs qui figurent sur la liste d'émargement des agents ayant voté par il n'est pas question qu'un agent vote 2 fois pour un même scrutin. Ce qu'il ne faut de vue à ce stade, c'est que la finalité du recensement, c'est de déterminer le nombre de votants et de vérifier qu'il est en parfaite adéquation avec le nombre d'enveloppes que vous aurez identifiées. Donc, ce n'est qu'une fois cette vérification effectuée que vous aurez passé aux opérations matérielles de dépouillement. Les opérations de dépouillement vont dépendre du mode d'expression du vote. Pour l'homme, chaque bureau de vote va procéder au dépouillement de ses propres votes. Les dépôts et les bureaux secondaires vont ensuite faire remonter les résultats auprès du bureau central de vote. Pour le vote correspondance, comme disait Sarah tout à l'heure, le vote doit être envoyé par voie postale au bureau central de vote et uniquement à ce bureau. C'est lui que revient la charge de dépouiller ces votes-là. Pour l'électronique, le dépouillement est réalisé par chaque bureau de vote électronique et chacun remonte les résultats au bureau de vote électronique centralisateur. C'est important parce qu'elle permet de mettre de côté les bulletins qui sont nuls. Effectivement, on vous rappelle que les votes qui porteraient sur une liste qui n'est pas complète, avec par exemple radiation ou l'ajout d'un nom, sont considérés comme nuls. De la même façon, un électeur qui s'amuserait à modifier la représentation des candidats sur la liste pour laquelle il vote ne verrait pas son suffrage comme considéré valablement exprimé. Alors, les actions matérielles de dépouillement ont été effectuées, il faut maintenant les acter. Et du procès verbal, en fait. Chaque bureau de vote va devoir établir un procès verbal mentionnant à le nombre de votants, le de suffrages valablement exprimé, que l'on identifié très simplement en retirant au nombre de votants le nombre de suffrages nuls. Et puis, il faudrait également indiquer sur ce procès verbal le nombre de voix obtenues par chaque liste. Une fois le verbal établi, vous devez se mettre le plus rapidement possible en vue de la proclamation des résultats
au bureau de vote qui va établir un procès-verbal récapitulatif. Son nom l'indique, a pour but de synthétiser tous les résultats des bureaux de vote qui auront été remontés au bureau central de vote. Il est important de bien faire un procès-verbal par scrutin. Donc, si encore 7 scrutins, bureaux de vote, les faire 7 procès-verbaux. Vous allez un procès-verbal, le scrutin en question et sa date. Relatif à chaque instance prévoit des mentions obligatoires comme le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de votes qui ont été recensés en l'urne, ainsi que le suffrage nul, valablement exprimé, et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il est envisageable des mentions complémentaires que vous pouvez estimer pertinentes, comme la répartition des sièges entre les listes et l'action par celle-ci de leurs représentants. Enfin, le procès-verbal doit être daté et signé par le bureau de vote, à savoir le président, le secrétaire et les délégués de liste s'il y en a. Les résultats sont ainsi promés, vous allez pouvoir passer à l'attribution des sièges. Le mécanisme de l'attribution des sièges est identique pour les 3 instances. On va attribuer les sièges à la représentation proportionnelle à la plus moyenne. Alors, nous allons vous en donner les principes. Sophie prendra ensuite un exemple pratique à titre d'illustration. Rassurez-vous, si vous étiez perdu ou si les mathématiques sont votre bête noire et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans des calculs à n'en plus finir, LP met à votre disposition sur Internet un simulateur qui vous permettra donc d'attribuer entre vos listes les différents sièges. Revenons à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Vous avez temps devoir déterminer le quotient électoral. Pour cela, c'est très simple. Vous prenez le nombre de suffrages exprimés que vous allez diviser par le nombre de sièges à pourvoir pour l'instance concernée. Une quotient électorale déterminée, vous allez chercher à attribuer aux listes qui ont eu des suffrages des sièges au quotient. C'est-à-dire que vous allez voir par rapport au nombre de voix obtenues combien de fois le quotient électoral est contenu. Donc pour cela, vous divisez le nombre de voix de la liste par le quotient électoral. À ce fait, c'est fort probable que des sièges ne puissent être attribués au quotient. On passera à la seconde étape, qui est l'attribution des sièges restants à forte moyenne. Pour cela, déterminer pour chaque liste la moyenne obtenue en divisant le nombre de voix par le nombre de sièges obtenus, donc la plus forte moyenne, auquel vous ajoutez un siège fictif. Et c'est la liste qui a la plus forte moyenne qui donnera le siège restant. Vous faites cette opération autant de fois que vous avez de sièges restants à attribuer, une fois l'attribution des sièges au quotient effectuée. Prenons un cas de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Vous avez une instance qui dispose de 3 sièges de représentants titulaires à pourvoir. Dans cette instance, 25 de vos agents sont électeurs. 21 ont valablement exprimé leur suffrage et à dépouillement, les résultats sont les suivants. La liste 11 voix, la liste B6, la liste C4 et les bulletins ont été écartés comme étant nuls. Dans l'app dont Sarah vous parlait tout à l'heure, la répartition des sièges au quotient, elle vous dit qu'il faut déterminer le quotient électoral. Dans notre cas, 21 divisé par 3, le quotient est de 7. On va ensuite, pour chaque liste, attribuer des sièges au quotient, donc liste A, B et C. Dans notre exemple, c'est la liste A qui va obtenir un siège au quotient électoral. Il restait 2 sièges à attribuer. Donc à la deuxième étape, qui est la répartition de sièges restants à la forte moyenne. Donc vous allez dans un premier temps chercher à calculer la moyenne pour le premier siège restant. Donc il y a à l'écran que c'est dans notre exemple la liste B1 en appliquant les principes qu'on évoquait tout à l'heure qui obtient cette moyenne plus forte et donc qui obtient le premier siège restant. Une fois premier siège restant attribué, vous allez réitérer l'opération donc en recalculant pour chaque liste la moyenne. Compte, attention dans notre exemple, le fait que là, la liste B vient d'obtenir un siège. Donc ne l'oubliez pas dans le calcul de la moyenne. Dans l'exemple, vous le voyez, c'est A qui a la plus forte moyenne et qui obtient le deuxième siège restant.
proportionnelle à la plus forte moyenne peut se heurter à des situations un petit peu particulières. La première exemple, c'est qu'on peut avoir deux listes qui obtiennent la même moyenne. Dans ce cas-là, quelle est la liste qui obtient le siège restant voix? Bien, dans ces cas-là, ne paniquons pas. Les tests relatifs à chaque instant sont prévus d'évolution. Dans l'hypothèse deux listes ont la même moyenne, c'est la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui va devoir attribuer le siège restant. Alors, le R que malgré tout, ces deux listes ont la même moyenne, mais également ont obtenu le même nombre de suffrages. Donc, qu'on ne puisse pas appliquer le mécanisme que tu viens de décrire. Comment est-ce qu'on procède dans ce cas-là? Là, est prévu, c'est la liste qui aura présenté le plus grand nombre de candidats qui sera attribué le siège restant. Par le plus grand des hasards, ces listes ne pouvaient toujours pas être départagées parce que N ait tenu le même nombre de voix et ayant présenté des listes comparables en termes de nombre de candidats. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, dans ça, Sarah, le tirage au sort est le seul moyen qui permet de départager ces deux listes et d'attribuer le siège restant à la liste qui sera, dans ce cas-là, tirée au sort. Alors, les états attribués, il faut maintenant que les organisations syndicales désignent leurs représentants au sein de ces instances. Pour les techniques et les commissions consultatives paritaires, les mécanismes de désignation sont assez simples et ils sont identiques. Les associations syndicales vont dans un premier temps désigner leurs représentants titulaires dans l'ordre de présentation de la liste. Une fois cette désignation effectuée, ils vont désigner suppléants en nombre égal, c'est important, à celui des représentants titulaires. Leur liste doit toujours être respectée. Alors, à ce stade, il faut savoir qu'une organisation syndicale ne peut pas prétendre l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants que ceux desquels elle a proposé des candidats. Une liste qui aurait proposé 8 noms sur sa liste au titre des candidatures et qui viendrait au terme donc, de l'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 5 ne pourrait pas occuper ces 5 sièges parce que sinon on aurait 5 titulaires et seulement 3 suppléants. Donc c'est possible, elle ne pourra occuper que 4 sièges et le siège restant n'est pas à ce stade attribué. Qu'en est-il pour des représentants du personnel à la commission administrative paritaire? Eh bien, pour les administratifs paritaires, les choses sont différentes. C'est là qui a obtenu le plus de sièges qui va désigner en premier son propre représentant. Attention, qu'elle va opérer ne doit pas avoir pour conséquence d'empêcher les listes suivantes qui auraient obtenu des sièges d'obtenir ce siège-là. Nous verrons ensuite un exemple pratique pour que ce soit plus clair pour vous. La liste a désigné ses représentants. De manière successive, les listes suivantes vont ensuite désigner leurs propres représentants dans le même choix, dans les modalités de choix que la première liste. Quels que soient les représentants, donc titulaires ou suppléants, la désignation doit être effectuée dans l'ordre de présentation de la liste. Vous voyez l'exemple concret, Sarah. Alors, présente effectivement d'une commission administrative paritaire qui se composait de 3 sièges de représentants titulaires, dont 2 en groupe 2 et 1 en groupe supérieur. On vous a mis donc sur le support un exemple avec une liste A qui est une liste de candidats avec 4 noms en groupe de base et 2 noms en groupe supérieur et qui obtient donc 2 sièges, et une B et une liste C qui présente des listes de candidats de la même façon, c'est-à-dire avec 4 noms mais uniquement en groupe de base, aucun candidat en groupe supérieur. Et la liste B donc obtient un siège. La liste qui a vous le voyez, le piège, va exercer son choix en premier. Donc, la répartition entre groupe de base et groupe supérieur, elle n'a pas d'autre choix que de désigner un représentant dans le groupe de base et un représentant dans le groupe supérieur. Si ce n'était pas le cas, la liste B qui n'a tenté de candidats dans le groupe supérieur ne pourrait donc pas occuper le siège auquel elle prétend. Donc il faut que le choix de la liste A permette à la liste B d'occuper le siège auquel elle a le droit. Enfin, les listes A et B désignent leurs représentants titulaires et leurs représentants suppléants.
de présentation de la liste. Et ces représentants, là encore, des questions peuvent apparaître. Et notamment, Sarah, la première question, à savoir si une liste au siège, qu'elle ne va pouvoir, faute de candidat, que se passe-t-il? Alors, la liste n'a pas présenté suffisamment de candidats pour tous les sièges qu'elle a obtenus. Eh bien, le siège qui ne peut pas être occupé sera attribué à la liste arrivée en second. Et si lors de la désignation, du choix de la désignation de la liste, deux listes obtenaient le même nombre de sièges, laquelle va choisir ses représentants en premier? Alors, si deux listes obtiennent le même nombre de sièges, de choix sera déterminé par le nombre de suffrages. C'est-à-dire que c'est la liste ayant obtenu le plus de suffrages qui fera son choix en premier. Et malchance, c'est qu'en plus d'avoir le même nombre de sièges, elles ont le même nombre de voix. Comment fait-on? Eh bien là, c'est le sort qui va déterminer l'ordre de choix, puisque les textes prévoient qu'un tireur déterminera quelle est l'organisation syndicale qui va désigner en premier ses représentants à la commission administrative paritaire. Le sort qui est prévu là, d'ailleurs, est prévu par les textes dans d'autres hypothèses. Tout à fait, puisqu'on vient de voir maintenant, les textes ne prévoient pas clairement, il est nécessaire de considérer que vous ne pourrez pas tenir d'élection. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'instance, puisque dans ces cas-là, vous basculerez sur un mécanisme de tirage au sort parmi vos électeurs pour pouvoir avoir des instances complètes. Maintenant, les représentants du personnel sont désignés, les instances sont constituées, les opérations électorales achevées. Toutefois, bien un recours. Alors, les textes prévoient des mécanismes de contestation des actions électorales, mécanismes qui sont communs au comité technique, à l'action administrative paritaire et à la CCP. Il prévoit à ce titre que la contestation des opérations électorales est effectuée en premier lieu par le dépôt d'un recours préalable devant le président du bureau central de vote. C'est un administratif préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité du recours qui pourrait ensuite être introduit, on le voit, devant le tribunal administratif. Alors, se pose la question des délais dans lesquels ces contestations peuvent être introduites. S'agissant d'administratif obligatoire, les textes prévoient qu'ils peuvent être introduits dans un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats. Dans le 2 juin 2018, la Direction générale des collectivités territoriales illustre donc cette disposition en prenant l'exemple de la proclamation des résultats le décembre et en considérant que le recours administratif préalable obligatoire pourra être introduit jusqu'au 20 décembre. Or, si on réfère à la règle de computation des délais francs telles qu'elles ont été prévues et exposées par le juge administratif, eh bien, il semble que le délai expire le 12 décembre à minuit pour une proclamation le 6 décembre. La prudence veut toutefois que, pour éviter des contentieux fondés sur l'irrecevabilité du recours en termes de délai, les recours soient introduits le plus tôt possible, en tout état de cause, avant le 11 décembre. Le président du central de vote, dans les 48 heures du dépôt de ce recours administratif préalable, fait naître une décision implicite de rejet qui peut contester devant le tribunal administratif dans le droit commun de 2 mois. Là, même si on n'est pas sur un contentieux de cette pouvoir, mais sur un contentieux électoral, les textes propres à chaque instance ne fixent pas les délais propres à la contestation des opérations électorales et ne font pas non plus de renvoi au code électoral. Sur cette question, vous retrouverez des développements plus importants illustrés par de la jurisprudence dans le livre blanc que les experts du secteur public ont rédigé et que vous retrouvez sur Internet. Voilà, on finit de notre présentation. Il est temps maintenant de passer à vos questions. Oui, qui sont très nombreuses d'ailleurs, Sarah, Sophie.
La première d'entre elles est ainsi libellée. J'ai un seul agent qui vote à l'urne pour la CAP. Est-ce que je dois malgré tout instituer un bureau de vote et le laisser ouvert toute la journée? Alors, les textes ne prévoient pas, on va dire, d'effectifs nécessaires pour tenir et pour instituer un bureau de vote. Donc là, même si vous n'avez qu'un agent qui urne et que les autres sont admis, par exemple, à voter par correspondance, vous devrez au moins, même si c'est effectivement matériellement à mettre en place, instituer un bureau de vote composé, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un président, d'un secrétaire et d'un ou des délégués des listes en présence. Donc c'est vrai que ça peut être lourd, ça peut paraître lourd pour un seul agent, mais voilà, vous devrez tenir ce bureau de vote pendant 6 heures, minimum sans interruption, le jour du scrutin. Une question plutôt matérielle, qui peut participer aux opérations de dépouillement? Bien, les instances ne précisent pas. Ils participent au dépouillement ou vous précisent effectivement comment est constitué le bureau de vote, mais il nous semble que seuls les membres du bureau de vote peuvent procéder aux opérations de dépouillement, donc des opérations dont le formalisme est encadré. Toujours, pouvez-vous nous préciser la manière d'émarger des votes par correspondance? Une croix dans la marge en face du nom, est-elle suffisante? Le président cite dans la marge de l'agent concerné, point d'interrogation. Alors, l'émargement des votes par correspondance. Là encore, les textes sont muets et ne précisent rien. Il est certain que cet émargement ne va pas pouvoir se formaliser par la signature de l'électeur puisqu'il a voté par correspondance et qu'il n'est pas présent le jour du scrutin. On peut imaginer que soit apposé dans la case correspondant donc à l'électeur la mention VPC, vote par correspondance, pour effectivement montrer, matérialiser le fait que l'agent a bien voté par correspondance et que son suffrage a été pris en considération. Une autre question. Aucune organisation syndicale n'a déposé de liste de candidats pour le CT. Faut-il organiser des élections? C'est évoqué la problématique du tirage au sort. Lorsque vous n'avez aucune liste et donc aucun candidat pour l'élection en question, celle-ci n'a pas lieu. Toutefois, le comité technique sera dans ces cas-là vu par le tirage au sort qui est effectué parmi les agents au sein de la comité. Autre aujourd'hui qu'une liste déposée pour la CCP ne respecte pas la proportion homme-femme. Que doit-on faire? Dans cette hypothèse, donc on serait sur une liste a priori qui doit être considérée comme viable puisque on l'avait vu lors de précédentes WebActu, que la liste devait respecter un certain format et certains critères, dont notamment la proportion homme-femme existant au sein donc, de l'effectif concerné par l'instant. Donc, c'est irrecevable et que vous le constatez aujourd'hui, donc avant le scrutin, je pense qu'il faut que la liste soit écartée et que les bulletins de vote qui ont déjà été ne soient pas sur la table des charges, puisque ça remettrait en cause la régularité, à mon sens, des opérations électorales. Étant donné la durée continue de tenue du bureau de vote, qui est de 6 heures, peut-on désigner 2 à 3 représentants de l'autorité territoriale, 2 secrétaires et plusieurs délégués de liste par roulement? Alors, de la durée de tenue du bureau de vote, elle n'est pas abordée par les textes. C'est vrai qu'il y a du bureau de vote à l'urne, vous avez au moins 6 heures continues. Savoir est-ce que les membres du bureau de vote doivent être tout le temps en continu pendant ces 6 heures n'est pas évoqué. Toutefois, il est vrai que vous avez été là aussi plusieurs à nous poser la question récemment. Il nous semble que à l'ouverture et à la clôture avec les opérations d'émargement, de recensement et de dépouillement, la présence des membres du bureau de vote est obligatoire. Maintenant, on indique que pendant les opérations, pendant la journée du scrutin, ces derniers puissent s'absenter. Toutefois, ils assurent un certain nombre de missions pendant la tenue du bureau de vote, comme par exemple de vérifier et de faire signer les agents. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les remplace. Maintenant, on va dire qu'il faut désigner plusieurs représentants ou plusieurs secrétaires à notre sens. Alors, une toute dernière question, elles sont vraiment très nombreuses, mais on vous l'a indiqué, on y répondra également à l'issue de la conférence.
Dernière question, pouvez-vous confirmer que le tirage au sort n'est valable que pour les CAP si les sièges n'ont pas été ou n'ont été que partiellement attribués, pas pour les CT? Non, le décret de 1985 sur les comités techniques prévoit le mécanisme du tirage au sort. Toutefois, là, il y a une distinction entre les CAP et les CCP. C'est que dans l'une des instances, les agents ont la faculté, après avoir été tirés au sort, de dire non, je ne souhaite pas être représentant du personnel. Et dans cette hypothèse, vous arrivez pour une instance, le cas où tout le monde a démissionné du mandat après le tirage au sort, sans représentant du personnel. C'est vrai que dans les textes, on le dira un plus précisément dans le cadre du plan qu'on va vous faire parvenir. Dans les textes, on impose aux agents d'être représentant du personnel, alors que dans l'autre texte, aucun mécanisme n'est prévu dans ce cas-là. C'est la seule distinction entre comité technique, CAP, CCP. Sophie, beaucoup pour ces réponses. Merci à tous pour l'attention et avoir suivi cette webconférence. Notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à partir de 10h et sera consacré aux garanties des représentants du personnel et l'exercice du droit syndical. À l'issue de cette conférence, vous pouvez télécharger le support d'intervention et comme il vous l'était indiqué au début de notre intervention, les questions, les réponses vous seront transmises par mail rapidement et vous pouvez également, en vous connectant sur votre espace client, retrouver les livres blancs, les éléments questions-réponses qui ont été mis en ligne et qui sont à votre disposition, tout comme les experts SVP. Très bonne journée à vous. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.